une des grandes différences entre l'interaction présentielle et en virtuel, c'est en personne, on voit tout de suite les réactions des gens, tandis qu'en virtuel, il faut peut-être faire plus d'efforts pour solliciter des réactions. Puis en plus de solliciter des réactions verbales ou orales, on peut aussi solliciter des réactions non verbales à l'aide des fonctions emoji, par exemple. Donc déjà là, c'est une forme de participation qui est sécuritaire, c'est pas un gros risque d'ajouter son sourire ou son cœur, etc. Une autre chose que j'ai faite, c'est que j'étais aussi consciente du fait que ce que je leur demandais de faire pouvait varier au niveau du risque. Donc, si je leur donnais une tâche assez simple, il n'y avait pas beaucoup de risques, le potentiel d'avoir une mauvaise réponse qui est embarrassante est moins élevé, je leur disais que c'est feu vert. Ouais, donc, la prochaine tâche, c'est une tâche à bas risque. Mais que durant le cours, il y aura peut-être d'autres questions que je vais vous poser qui seront un peu plus corsées, un peu plus, pas difficiles nécessairement, mais qui vont vous demander un plus grand risque langagier. Donc, ça, je vais peut-être signaler d'avance que, OK, ben là, c'est une tâche feu jaune, feu rouge, par exemple. Mais je les prépare au risque langagier qui s'en vient. Alors, pour une personne qui travaille, qui étudie dans sa langue additionnelle, c'est important de savoir ce qui s'en vient. Donc, vraiment juste de pouvoir prévoir que, OK, je vais devoir parler un peu plus longtemps, je vais devoir chercher mes mots, mais de le savoir d'avance peut rassurer quelqu'un. Donc, dans un contexte virtuel, le type de questions, je trouve que j'ai eu à adapter. Alors, l'inconvénient en virtuel, c'est d'alterner rapidement entre grands groupes et petits groupes. Donc, quand on leur pose une question, on ne veut pas avoir constamment à changer, de les mettre en petits groupes et de changer en grand groupe. Donc, il faut peut-être réfléchir d'avance à la question qu'on va leur poser. Quand normalement, en personne, on peut inventer une question spontanément, en virtuel, il faut peut-être réfléchir à quelle sorte de tâches on leur donne, quelle sorte de questions à développement on veut leur poser, puis ensuite leur laisser une grosse période de temps pour, passer par le social, puis ensuite réfléchir au contenu, aller chercher, mobiliser les connaissances qu'ils ont acquises. Donc, tout ça prend du temps. Donc, dans le virtuel, il y a beaucoup moins de spontané. Oui? Et donc, il faut presque, dans sa planification, réfléchir à des questions qui sont faisables pour tout le monde, parce que le prof ne peut pas être dans tous les groupes en même temps, donc ce qu'on appelle un plancher bas, mais aussi une question qui peut aller loin, donc plafond haut. Donc, un principe assez simple, mais très important dans l'enseignement, qui est particulièrement important dans la plateforme virtuelle parce que, justement, le prof n'est pas disponible pour régler et ajuster et réaligner les élèves à tout moment.